Chers amis auditeurs et téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, bonsoir et merci de nous faire l'amitié d'être encore une fois en notre compagnie et cette fois pour l'émission que vous connaissez très bien, Paroles et musique. Aujourd'hui, nous sommes honorés de nous entretenir avec un vieux de la vieille, on va dire les choses de cette façon, quelqu'un qui a contribué à faire de la musique ivoirienne, de la musique ouest-africaine, de la musique africaine, ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de M. Jacques Bizolon. Jacques Bizolon est à Abidjan, nous sommes ici à Dakar, mais aujourd'hui, par la magie de la technique, nous avons la possibilité de nous entretenir pour vous dans le cadre de cette émission. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir, Bokeh. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça va très bien. Il fait beau. Le coronavirus, t'en as pas peur, hein? Non, non, c'est en France qu'on en a peur, mais en Europe qu'on en a peur, mais ici, sauf qu'on rentre dans les magasins avec le masque et c'est tout. Alors, je peux dire que tu as 81 ans, hein, et tu les portes très bien. Et 81 ans, tu as passé combien de temps en Afrique? J'ai passé... tu es arrivé à l'âge de 7 ans. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans, ça fait à peu près 73-74 ans. Waouh! Et pourquoi tu as quitté l'Europe, tu as quitté la France pour venir en Afrique? Ben, j'ai quitté la France avec mes parents, puisque j'avais 7 ans. 7 ans? Mon père avait acheté une... De France où il était dans l'immobilier en France à Lyon. Oui. Et il avait trouvé une publicité concernant une concession de café, cacao et bananes qui était en vente en Côte d'Ivoire. Et donc il s'est approché de ces personnes et donc il a acheté cette plantation. Qui était à Zuenoula. À Zuenoula. Zuenoula, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, dans le pays Gouro, tout proche du Bandama. Et tu as vécu là-bas combien de temps? J'ai vécu 5 ans là-bas. Oui. Et j'étais en classe avec le ministre Vanier Bitra à l'école primaire. Ah, le ministre Vanier Bitra qui est décédé maintenant depuis quelques années. Voilà. Ah oui, c'était ton condisciple. Ouais. Et après, comme nous, on devait faire quand même des études, j'avais une sœur aussi. Donc, mon père a acheté une boîte sur Abidjan qui s'appelait Matoba. Tu as dû connaître Matoba. Ah, non, moi, je n'ai pas connu ça. On faisait de la toile et bâche et il travaillait beaucoup pour la présidence, au Fouet-de-Boigny. Ah, d'accord. Mais tu as fait un saut ici à Dakar. À quelle occasion? Oui, j'ai fait un petit saut à Dakar dans les années 58, je crois. Un petit saut à Dakar, j'ai fait ma PMS au camp militaire français de Ouakam. C'est-à-dire ton service militaire? Non, pas mon service militaire, ma préparation militaire. Ah ouais, il y a une différence entre les deux? Ma préparation militaire qui a duré que 2 mois. C'est là où j'ai bien connu Dakar, je crapahutais sur les mamelles. Hein? Alors, il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Les mamelles, c'est un quartier de Dakar. Ben, c'est les deux collines de Ouakam, hein? C'est les 2 petites collines de Ouakam, où il y a le phare. Oui. Et donc, nous, militaires, on crapahutait dessus, on faisait nos entraînements le matin, de bonne heure. Ah, d'accord. Et Dakar, tu as laissé un bon souvenir? Ah oui, j'ai un bon souvenir de Dakar. J'allais me baigner, on allait se baigner à Ngor, et puis à Lens-Bernard. Lens-Bernard, c'est une petite plage qui est au centre de Dakar. Ah oui, ceux qui connaissent bien Dakar savent de quoi tu parles. Et après, après ta préparation militaire, tu es retourné en Côte d'Ivoire? Je suis retourné sur Abidjan et j'ai fait mon service militaire en 1960 à Port-Louis? 6 mois à Boaké et 1 an à Abidjan. À Abidjan, j'étais le chef comptable. Alors, tu ne nous as pas dit que tu es venu en Côte d'Ivoire par bateau?
Non, j'ai fait la première traversée, j'ai fait Marseille-Abidjan en bateau en 47 et j'ai atterri au wharf de Port-Bouët, puisque le canal n'était pas ouvert. Ah oui? Le canal de Bridge n'était pas encore ouvert. Voilà, c'était pas ouvert, donc on a, tu sais, les bateaux étaient en mer et on descendait dans des pinasses et on allait sur le wharf, on nous remontait sur les pinasses et il y avait un train qui nous emmenait au centre d'Abidjan. Ok. Il n'y avait que deux rues d'ailleurs, il y avait que la rue du commerce et la rue qui monte à la sûreté. Voilà. Alors ça, c'est de très bons souvenirs. En tout cas, tu nous permets de revoir ces images-là. Ce sont des images d'aujourd'hui. Et quand on est monté à Genoula, oui. On a pris le train à la gare, à la même gare qu'actuellement, là, la gare de la Ranne au plateau. Oui. On a pris le train pour aller sur Boaké. Et à Boaké, on a pris nos camions et on est parti. Mon père a pris ses camions et on est parti sur Genoula. Alors, comme tu parles souvent de Genoula, là-bas, c'est le Zaouli, n'est-ce pas? C'est le Zaouli. Et j'adore la danse Zaouli. Ok, et comme tu aimes ça, on va commencer, on va ouvrir notre émission. L'émission s'appelle Paroles et musique. On va ouvrir cette émission en musique avec du Zaouli. Jacques, on a fait le lien entre la musique et toi par le Zaouli. Dis-nous un peu, comment est-ce que tu es entré dans la musique? Parce que, je le disais, si la musique ivoirienne, la musique ouest-africaine et même la musique africaine est ce qu'elle est aujourd'hui, tu es un acteur, tu es quelqu'un qui a favorisé l'éclosion de ces différentes musiques-là. Comment ça s'est passé? Comment le lien a été établi? Écoute, ça s'est passé qu'à l'âge de 18 ans, je faisais mes premières armes dans la musique parce que j'étais disque jockey. J'avais fait une console avec des platines, des amplis et tout ça, et je faisais de l'animation, je faisais des présentations de mode, je faisais des sonorisations même au Palais des Congrès, des artistes qui venaient, et voilà comment ça s'est passé. Après, j'ai fait mon service militaire. Après, je suis rentré dans une boîte où on faisait de la chemise et du pantalon qui s'appelait Safric. Alors c'est bien quand tu dis disque jockey. Aujourd'hui on dit DJ. Qu'est-ce que tu en dis? Aujourd'hui on raccourcit tout. C'est la même chose. Ouais. Bon, et puis après, donc, quand j'ai commencé à travailler, on continuait j'étais avec un ami français. Et donc, on faisait de disque jockey, on animait le Rotary Club, des différentes soirées, des mariages, des comme ça. Et c'est comme ça que tu as pris goût à la musique? Alors après, j'ai eu l'occasion avec le ministre, Vanier Bitra, je ne sais pas si tu te rappelles des Normands. Les Normands, ils avaient c'est lui le photographe d'Ofoué, du président. Et il avait un magasin aux 60 logements. Et sa femme tenait un magasin de disques à l'Hôtel Ivoire. Et en 95, on a racheté le fonds de commerce avec le ministre. Donc j'ai géré le magasin de disques à l'Hôtel Ivoire qui s'appelait Disco Club. Ah, le Disco Club, ouais. Voilà, Disco Club. J'ai fait 7 ans là-bas et là j'ai fait les plus beaux voyages de ma vie parce que j'allais aux États-Unis chercher mes disques. Ah oui? J'avais mes amis Stewart d'Air Afrique qui me ramenaient mes disques. J'allais à Paris chercher mes disques. Et puis je suis même allé au Japon. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. C'était la grande époque du disque vinyle. Ah, c'était la grande époque du disque vinyle. J'avais même un général Ndao, une anecdote, qui tous les samedis venait, me dit, bon, Jacques, qu'est-ce que tu as reçu comme disque? Et je lui sortais une pile, il n'écoutait pas, il rentrait chez lui, et voilà.
Et chez lui, il avait une pièce spécialement. Il n'avait pas de télévision. Il avait une pièce où, spécialement pour la musique. Il écoutait, voilà, où il écoutait le... Tu as encore chez toi à la maison une bonne collection de disques vinyles? Oui, oui, oui. Ah ouais, il doit y avoir des milliers, oui. des milliers de disques là-bas. Oui, j'en ai pas mal. Ouais. Bon, alors parlons maintenant de ce studio JBZ. Bon, on sait que tu t'appelles Jacques Bizelon. Normalement, ce studio, il porte ton nom. Ça aurait dû être JB, mais le Z, il vient de quoi? Ben, le Z, c'était une suite de Bizelon. Et en fait, je me suis retrouvé en pensant à mes premières années à Genoula. Ah. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est Genoula. Donc, Jacques Bizelon de Genoula. Jacques Bizelon de Genoula. JBZ. Alors, comment t'es venue l'idée de monter ce studio? JBZ qui a enregistré, je ne sais plus, tellement d'artistes. Voilà. Je vais t'expliquer une chose, c'est que en 95, quand j'ai acheté le magasin de disques, avec donc le ministre, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de studio à Abidjan. Et moi, j'étais dans la musique. Donc, j'avais dit à mon équipe... Mais 95, c'est pas trop tard? C'était pas bien avant? Pardon, pas c'était pas au début des années 80? Pardon, non, c'était en 75. 75, voilà. C'était en 75. Okay. De 75 à 82. Voilà. J'ai eu le magasin de disques. Et après, en 82, je lui ai cédé mes parts. Comme j'avais gagné pas mal d'argent, j'ai pu monter le studio JBZ avec les produits de ce magasin qui marchait bien. C'était un des meilleurs d'Abidjan d'ailleurs. Alors c'est l'occasion de dire que tu as vu naître, j'allais dire, des artistes et non des moindres, notamment Alpha Blondy, en 1982 si je ne me trompe pas. 82-83, oui. 82-83. Il a enregistré ses premiers albums chez toi. Voilà, c'était un petit bonhomme qui venait du nord de la Côte d'Ivoire. Et un jour, George Benson vient me voir, il me dit qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire ce reggae? Alors, il ne faut pas qu'on oublie de dire que George Benson, c'était le plus grand animateur de Côte d'Ivoire, à la télévision. De la RTI. Et donc, il la prend sous sa coupe et puis on enregistre de son album. Et puis finalement, il est parti de là. Il est parti de là et ça a été moi-même. Je suis allé en France faire ces disques vinyles puisqu'il n'y avait pas d'usine. Il n'y avait pas d'usine pour faire des vinyles. Il y avait Cognan qui est venu après faire son usine, François Cognan. Et là, ça a marché. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que le tout premier album d'Alpha Blondy, j'allais dire les deux premiers, ils ont été enregistrés chez toi, mais le tout premier, c'était Brigadier Sabari. Brigadier Sabari qui a fait vraiment... qui a fait du sérieux ici, du top. Vraiment, ça a été une bombe. Jacques, ce morceau a été le déclencheur de la carrière d'Alpha Blondy. Tu le dis, ça a été une bombe. Oui, de la carrière d'Alpha Blondy et puis de notre studio d'enregistrement qui commençait à être connu parce qu'en Afrique, rares étaient les villes où il y avait des studios. Il y avait un grand studio à Lomé, mais qui ne marchait pas. C'était les Allemands qui l'avaient construit, mais moi j'y étais plusieurs fois, mais ça ne marchait pas. Et les artistes ivoiriens et les artistes africains étaient obligés d'aller enregistrer en Europe. En Europe, oui, en Europe. Mais rare, c'était pas courant. Alors il faut dire que, Jacques, là où tu es en ce moment-là,
tu es dans un studio de la radio d'Alpha Blondy. Voilà, présentement, je suis à la radio Alpha Blondy FM. Et bon, malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Vous avez gardé de très bons rapports? Ah oui, de très bons rapports. Il m'appelle mon frère Jacques. Ah, c'est comme ça qu'il t'appelle? Ouais, mon frère Jacques. Père Jacques. Il faut dire aussi que tu as contribué au décollage de la carrière de Youssou N'Dour. Il a enregistré chez toi, Youssou N'Dour. Oui, alors, il a enregistré. C'était le chef d'orchestre. Un jour, il est passé à Laïtassi, à Trècheville. Et bon, il savait qu'il y avait un studio qui venait de naître à Abidjan. Il a profité pour enregistrer. À cette époque-là, c'était des cassettes. Les cassettes audio. Les cassettes audio qu'il a dû vendre pas mal à Dakar. Et ça s'est bien passé également avec lui? Ah, très bien, très bien. Moi, j'ai rencontré aussi à Conakry parce que, inutile de dire, j'ai fait quand même 5 ans à Conakry où je partageais mon temps entre le studio JBZ et j'avais une usine que j'avais montée. J'ai monté 2 usines de cassettes à Conakry. De montage de cassettes, oui, parce qu'à l'époque, c'était ça le support. C'est-à-dire, en même temps qu'il y avait le vinyle, il y avait aussi de plus en plus les cassettes audio. De 95 à 2000. Et j'ai adoré la Guinée. La Guinée, pour moi, c'était comme un coq en pâte. J'habitais dans une villa en bordure de mer et vraiment, c'était... Donc, on faisait de la cassette. Donc, je faisais 1 mois là-bas et 1 mois ici. Bon, donc on va s'arrêter un coup pour retrouver Youssou N'Dour, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, en train de lancer sa musique à travers le continent. Et je crois qu'on peut te dire merci d'avoir contribué déjà à avoir participé à l'éclosion de ces grandes stars africaines, Alpha Blondy et maintenant Youssou N'Dour. Alors, comment ça se passait, Jacques, dans ton studio? Les artistes viennent, à l'époque, il n'y avait pas encore l'apport électronique. Les musiciens, ils jouaient, comme on dit, en live. Oui, c'était un studio analogique. On travaillait sur bande magnétique, comme on travaillait les Beatles, comme on travaillait tous les artistes à l'époque. Et donc, il n'y avait pas de problème. On faisait la rythmique, on faisait des voix témoins. Après, on mettait les cuivres, on mettait les guitares. Tu vois, ça se passait comme ça. Comme maintenant en numérique. En numérique, c'est la même chose, puisque sur les ordinateurs, tu as 24 ou 32 ou 36 pistes. Et puis tu enregistres piste par piste, quoi. C'est tout. Et tu avais de bons techniciens, de bons ingénieurs. Ah oui, j'avais des bons techniciens. J'ai eu au départ, quand on a créé JBZ en 82, j'ai fait venir un technicien de France. Oui. C'est lui qui m'a aidé. Il était technicien, il était ingénieur du son en France. Et c'est lui qui m'a aidé à construire le studio avec les variantes. On peut connaître son nom? Valogne. Il s'appelait Émile Valogne. Oui, il avait son nom sur pratiquement tous les albums. Ah oui, il y avait son nom sur les albums. Émile Valogne. Et parce qu'un studio, c'est pas 4 murs. Il faut faire en sorte de faire l'acoustique. Oui. L'acoustique de la salle, c'est très important. Moi, un studio, un vrai studio, c'est une boîte dans une boîte. Ouais. C'est-à-dire que c'est double mur partout. Plus la laine de verre, plus la laine de roche, plus... Il y a beaucoup de choses qui interviennent.
Et Valogne, il a pu former des ingénieurs africains. Et oui, après, on a eu le regretté Ouampierre. Ouampierre, le père de Didier Arafat. Le père de Didier Arafat. Qui est resté quand même de nombreuses années avec nous. Oui. Et qui malheureusement est tombé malade au cours d'une tournée d'ailleurs, il y a quelques années. Il y a eu aussi Pamphile de Souza, béninois. Il y a eu Pamphile de Souza qui est d'origine béninoise, oui. Et qui est là présentement, qui est toujours là. Ouais. Ah oui, c'est de très bons souvenirs. On peut parler également de quelqu'un d'autre, une autre artiste, Nayanka Bell. Elle a démarré également sa carrière dans ton studio. Nayanka, et c'est toujours une belle femme d'ailleurs. Elle était très, très mignonne. Et elle a une voix vraiment une très belle voix. Ouais. Elle t'a marqué? Là, ouais, elle nous a beaucoup marqué. Bon, je sais que tu aimes beaucoup les jolies femmes, mais tu aimes aussi la très bonne musique. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, on va s'arrêter sur la musique et on va voir ce que ça a donné à l'époque avec Nayanka Bell. Iwasado, ça a été un terrible succès également. Ah oui, c'était un très très bon succès. Iwasado. Messieurs, dames, vous êtes bien sur les antennes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous êtes en pleine émission Paroles et musique. Aujourd'hui, nous sommes en pleine causerie avec un faiseur de musique, quelqu'un qui a marqué la musique ivoirienne, la musique ouest-africaine et même la musique africaine. Alors, à propos de musique africaine, il faut dire aussi que c'est vrai, Youssou N'Dour est passé dans ton studio, mais il y a eu bien d'autres, Pépé Calé, Franco, etc. Ils sont venus d'Afrique centrale enregistrer chez toi. Ben, on a fait quand même beaucoup de Guinéens, beaucoup de Guinéens, et puis beaucoup de Congolais aussi. Ouais. Donc Vata Mombassa. Vata Mombassa, oui. Vata Mombassa, qui est actuellement à Abidjan, mais qui, je crois, qui est à Dubaï actuellement. Il travaille à Dubaï dans un grand hôtel, et que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et voilà, autrement, il y a beaucoup de Maliens aussi. Des Maliens. Notamment Bonkana Maïga, le grand arrangeur. Oui. Et grand arrangeur, celui qui avait arrangé d'ailleurs Aïcha Koné, d'ailleurs, à l'époque, quand il était directeur de l'orchestre de la RTI. Oui. Voilà. Ah oui, c'est de très bons souvenirs. Hein. Alors, il faut nous parler maintenant un peu de Franco, de Pépé Calé. Physiquement, c'était des personnages imposants, mais musicalement également. Ça, c'était des monuments, hein. Des monuments. D'abord, Franco, il était comme ça. Il était comme ça. Et Pépé Calé était tout petit. Non, pas Nemoro était tout petit. Pépé Calé, son danseur, et Moro. Nemoro, oui. Non, c'était vraiment. On s'était amusé follement en travaillant dans ce studio. On a fait quand même en 33 ans. Oui. On a fait 1450 artistes. Waouh! 1450 artistes. Et il y a des artistes qui sont venus une fois, deux fois, trois fois, quatre, plusieurs fois. Ah oui. Ça représente près de 50 artistes par an. Ah oui? Ce qui est pas mal. Ben, bravo, félicitations. La Côte d'Ivoire, tu as reconnu ça? Ben, j'ai eu le mérite, je suis officier du mérite culturel ivoirien. Ah bravo, félicitations. Tu veux qu'on salue ça avec quoi? C'était au cours du Massa, il y a une dizaine d'années, et j'ai été décoré en même temps Benson, George Benson, qui a été décoré en même temps que moi. Et il a dit au micro, devant toute l'assistance du Massa, vers le palais des congrès, il a dit
Monsieur le ministre, on vous remercie. Il vaut mieux être décoré à titre costume plutôt qu'à titre posthume. C'est très bien, à titre costume. C'est-à-dire qu'on met la décoration là. Vraiment. Voilà. Non, mais t'es vivant. T'es vivant quand on te met à titre costume. Ouais. T'es vivant. Mais à titre posthume, t'es mort. Et t'en as été fier? Tu as été fier d'avoir été décoré? Tu as été fier que l'on reconnaisse tes mérites? Oui, j'étais content. J'étais bien. Regardez ma petite médaille, là. Tu l'as toujours? Voilà. Ah oui, je l'ai toujours. Je la garde bien précieusement. Ok, alors qu'est-ce que tu veux qu'on utilise pour savourer justement ce succès de Jacques Bisolon? Quelle musique? La musique que tu veux, c'est toi qui choisis. Ok, alors je vais choisir le Zouglou. D'accord? D'accord. Ok, je sais que les premiers pas du Zouglou se sont effectués également dans ton studio, et là, je propose les potes de la rue. Et ça marque ce que c'était que la Côte d'Ivoire à une certaine époque. On ne parlait pas de guerre, on ne parlait pas de grands problèmes politiques. C'était super, et les ethnies avaient cette force-là de se supporter, de se taquiner et de s'apprécier. Les potes de la rue. Exactement. Tu as permis aussi qu'un jeune éclate, explose. Bon, aujourd'hui il est décédé, mais il s'appelle Roche-B. On dit que c'était un grand rappeur. Le premier rappeur ivoirien. Ouais, c'est ça, exactement. Et lui, j'étais son producteur. C'est toi-même qui l'as produit? Oui. C'est moi qui l'ai produit. Ah. Et déjà, au départ, il était déjà un peu emmerdant, si on peut exprimer comme ça. C'est-à-dire que un jour, il y a une anecdote. J'ai un ami qui avait un magasin de vêtements au plateau, et qui me dit, bon, mais je vais habiller ton gars. Bon. Donc, un rappeur, c'est un jean avec des t-shirts, et puis voilà, c'est tout. Non, lui, il choisit des costumes. Qu'est-ce que tu vas faire avec les costumes? Toi qui es gareur de voiture en ville, et tu veux t'habiller en costume. Donc là, j'ai dit, écoute, si tu continues comme ça, là, je vais arrêter. Et là, il s'est calmé, on a enregistré, ça a marché. Malheureusement, il est mort quelques années après de la drogue. Ouais, et je crois qu'il a été victime de son succès parce que tu l'as pris dans la rue, vraiment dans la rue. Ah oui, non, il était bien. Moi, même la vidéo que j'ai de lui, PDG d'Enama, moi j'étais dedans puisque je garais ma voiture, c'est lui qui garait ma voiture aussi. Ah oui. Alors on va aujourd'hui, c'est une émission vraiment qui nous permet de réveiller un certain nombre de souvenirs. On va retrouver ce garçon, en tout cas qui a fait feu de tout bois, Roche-B, le tout premier rappeur de Côte d'Ivoire. À cette époque, je ne suis pas sûr même qu'on parlait de rap. Jacques Bisolon, comme toutes les œuvres humaines, le JBZ a eu sa phase d'ascension. Ensuite, il s'est retrouvé dans une série de problèmes. Justement, tu voulais que l'on aborde cette question. Le JBZ, est-ce qu'il existe encore, ce studio, et quels sont les problèmes qu'il a vécus? Les problèmes qu'on a vécus, c'est comme je te disais, même les grands studios en France sont en train de fermer, parce que maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui ont des home studios chez eux, et au lieu de prendre un mois dans un grand studio, ils prennent 8 jours pour mixer, masteriser leur album. Voilà le problème qu'il y a actuellement dans la musique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, parce que moi je me suis renseigné quand j'étais en Europe l'année dernière, et beaucoup de studios ont ce problème-là. C'est-à-dire que la musique physique, les cassettes se vendent plus. Les CD ça a même disparu. Ouais. Les CD se vendent de moins en moins. Maintenant, c'est la musique en ligne, qu'on appelle la musique en ligne. Oui. Donc les gens, ils font un titre, 2 titres, 3 titres,
et puis ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Même quand tu vas à la FNAC à Paris ou à Lyon ou n'importe où, tu vois que le stock des présentoirs de CD sont moins qu'avant. Ouais. Par contre, le vinyle, il revient. Ah bon? Mais le vinyle, le vinyle, il revient, mais il faudrait être adepte. Il y a les appareils pour les lire? Le lecteur? Oui, ça se revend. Hein. Avec les aiguilles et tout. Même à la FNAC à Abidjan, ils vendent encore des platines. Hein. Ah oui? Ils vendent des platines. Ah okay. Oui. Ok, mais revenons au studio JBZ. Aujourd'hui, il n'est plus en activité. Non, il n'est plus en activité. On a eu des problèmes avec les propriétaires. Enfin, il y a eu certaines magouilles. J'avais même demandé l'intervention du ministre à l'époque, du ministre de la Culture, qui n'a pas réagi outre mesure. Alors, je vais te dire une petite anecdote. Le studio Abbey Road de Londres, oui. C'était un des grands studios où enregistraient les Beatles. Les Beatles, oui. Ouais. La ville de Londres a racheté le studio et en a fait un musée, et les gens vont visiter ce studio mythique avec les mêmes appareils à bande et tout ça comme avant, quoi. Et c'est ça que le seul reproche que je fais, c'est qu'on n'a pas saisi l'opportunité de garder ce studio. Et de le transformer en monument. Voilà, en visite et tout ça. Est-ce que c'est tard? Les gens ont... Ah, c'est un peu tard parce que tout le matériel et tout ça est chez un commissaire-priseur et j'attends la fin du procès. J'espère que je vais gagner. Vous êtes en procès? Je suis en procès depuis avec les propriétaires des locaux? Propriétaires des locaux, mais qui sont... C'est une... je pourrais te dire... plus t'informer en tête à tête, parce que c'est un petit peu compliqué cette histoire. D'accord. Ok, donc on retient que le studio JBZ n'existe plus et que l'État de Côte d'Ivoire a raté une belle occasion de le transformer en monument. Hein, ça aurait permis aux jeunes générations de comprendre comment la musique a évolué. Exactement. Ok. Ça. Alors, que devient Monsieur JBZ, Jacques Bizolon de Zuenoula? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai monté il y a 6 mois une agence de booking, une agence artistique qui sert aux artistes à se faire connaître, disons en Europe, en Afrique, et c'est une agence où les artistes sont fichés et les centres de loisirs comme les festivals, les grands hôtels, les hôtels, tout ce qui est événementiel, peuvent aller puiser des artistes dans ce site-là. Alors dis-moi comment ça marche? On fait l'intermédiaire. Comment ça marche? Un hôtel par exemple, je prends un hôtel ou un festival qui a des artistes à choisir pour faire des concerts, machin. Ils vont sur le site, ils choisissent les artistes qu'ils veulent. Ou c'est par tout ce qui est zouglou, tout ce qui est jazz, tout ce qui est afrobeat, ils vont dans ce site-là, ils choisissent ces artistes, ils nous demandent, voilà, nous voudrions un artiste, tel artiste pour cette période-là. Est-il disponible? Et combien? Bon, nous on rentre, on prend contact avec cet hôtel, on lui dit oui, l'artiste il est libre, et c'est temps pour 2 heures de temps, 3 heures de temps, et tout ça. Donc on fait la liaison si tu veux, et on touche une commission sur le cachet de l'artiste et une commission sur le prestataire, celui qu'il a réservé. D'accord, et ça marche bien? Et je pense que c'est très intéressant. Actuellement,
Oui. Actuellement, on a près de 300 artistes enregistrés. Ah oui. Des Africains pour la plupart? Ah oui, oui, c'est africain seulement. Africains exclusivement, oui. Mais actuellement, avec le Covid, tous les festivals en Europe sont annulés. Sont bloqués, oui. Et même en Afrique, il se passe peu de choses. Donc, on attend la reprise après Covid. Alors là, on lance le gros truc. Mais c'est très bien, on voit que tu as pu t'adapter pendant tout ce temps-là. On a vu comment tu as démarré et on voit aujourd'hui quelles sont les activités que tu as. Elles sont en parfaite concordance avec la façon dont les choses aujourd'hui évoluent, le numérique, Internet et tout. Quel est ton secret? Je le disais en début d'émission, tu as 81 ans, ta longévité vient de quoi? De la musique? C'est la tête. La musique, c'est la tête. C'est la tête et puis la tête. La tête est nourrie de musique. Moi, quand je me lève, j'écoute ma musique. Le soir, j'écoute ma musique. Oui. Et puis tout, que ce soit du rock, que ce soit du jazz, que ce soit de l'afrobeat, que ce soit n'importe quelle musique m'intéresse. Ah oui, d'accord. Alors, tu diras à nos amitiés à Alpha Blondy, nous allons être très heureux de le retrouver un de ces jours à cette émission. Je rappelle que tu es dans son studio, là, à Alpha Blondy FM. Et puis, dis-nous comment tu veux qu'on termine cette émission. Tu as certainement un appel aussi à lancer aux artistes. Tu as des choses à leur dire. L'appel, c'est je te communiquerai une fiche. Les artistes peuvent s'inscrire, c'est gratuit. Oui. Ils ne risquent rien. Ils remplissent une fiche sur le site que je te donnerai, sur wam-ci.com ou .net, et là, ils mettent leur profil, plus une photo et une vidéo. OK. Et le gars qui voudra cet artiste-là, il va cliquer dessus, il verra sa prestation, il verra sa photo, il dira « Ah, ce gars, il m'intéresse. » C'est tout. OK. Et moi, je suis associé aussi avec quelqu'un qui est compositeur. Ce que je voudrais, et ça me trotte dans la tête parce que, je vais te dire une chose. J'étais l'été dernier en France et le Jérusalema que tu connais m'a inspiré beaucoup. Ah oui? Parce que Jérusalema, c'était un DJ sud-africain qui a enregistré comme ça cette musique-là. Et puis ça a envahi le monde. Il a pris la voix d'une femme, qui est pas mal d'ailleurs. La musique est sortie comme ça, mais doucement. Et il y a les Angolais qui ont pris ce rythme-là et qui en ont fait une chorégraphie. Si tu mets, quand tu vas sur l'Internet... Oui, on sait que ça a pris le monde entier, ça a explosé. Ça a pris le monde entier. Le gars, il est milliardaire maintenant. Ouais. Alors que avant, il n'avait pas d'argent. Il est milliardaire. Alors tu relèves ça pour dire que... C'est pour ça que moi, ce que je voudrais, c'est trouver la perle rare. La perle rare qui fait qu'on va exploser. La Côte d'Ivoire va exploser. OK. Merci beaucoup, Jacques Bizelon. Et l'Afrique aussi. Merci beaucoup, Jacques Bizelon. En tout cas, j'ai été très heureux et je suis sûr que tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs également, en tout cas, très heureux d'avoir passé quelques minutes en ta compagnie. Cela nous a permis de réveiller de très bons souvenirs et de nous rappeler que Jacques Bizelon a contribué à faire de la musique ivoirienne, de la musique ouest-africaine et de la musique africaine ce qu'elle est. Merci beaucoup. On va se quitter. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est achevé. On va finir avec ce succès mondial dont tu parlais. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi. Au revoir et à bientôt. Allez, merci Label TV et M. Abouké, je vous remercie.
Merci. Et je transmets mes amitiés à tous les Sénégalais. Merci bien.